Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, deuxième vidéo de la série Après le virus. Alors, nous sommes le 31 mars 2020, je me donne la date dorénavant car les vidéos que je mets sur Patreon, lorsque je me sens généreux, après quelques mois, parfois après une année, je les mets en public et les gens me disent Pouah, mais on a déjà entendu ça, quelqu'un l'a déjà dit avant toi. Oui, sauf que c'était il y a une année et pas à la date à laquelle tu vois sur YouTube. Mais bon, les gens souvent ont un QI à deux chiffres, alors ils ne se rendent pas compte des choses, donc mieux vaut donner la date. Alors aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement mon avis, d'hypothèse, hypothèse de travail. À vous de me dire si vous pensez être plus paranoïaque ou moins paranoïaque que moi sur ces sujets. Mais ce sont les opportunités pour les totalitaires, les affreux de gauche qui sont passés à droite, mais enfin les étatistes, les gens qui veulent des États et qui veulent utiliser cette crise de fermeture des économies, de confinement lié évidemment à ce virus, pour de manière rhétorique, de manière opportunistes utiliser cette crise pour leurs agendas. Vous savez, les crises sont toujours utilisées pour avancer les agendas. Ça ne marche pas toujours, hein, ça ne marche pas toujours. Parfois, on parle de complot lorsqu'on s'imagine que un groupe, une communauté, des gens ont utilisé une crise pour atteindre ou avancer leurs objectifs, vers leurs objectifs ou avancer leur agenda, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas créé, la crise. Ils sont prêts, ils ont les ressources, ils ont la flexibilité mentale et les idées, et parfois même des plans, en disant si une telle crise arrive, voilà ce que nous avons à faire, voilà les arguments que nous allons mettre en avant, voilà les lois que nous avons déjà préparées, que nous allons voter. Pensez au 11 septembre, bon, bah, évidemment c'est le mauvais exemple, puisque ce n'était pas un hasard. Et bref, alors je commencerai par le premier point qui me vient à l'esprit, c'est que tout d'abord, je ne crois pas, je le répète, je ne crois pas que ce virus est une arme biologique. C'est sans doute un virus qui a été tripatouillé et pour des raisons peut-être même simplement d'études, hein, parce que les laboratoires P4 ne sont pas des laboratoires militaires, ce sont des laboratoires civils d'études dans lesquels bon ben voilà, on étudie des virus que l'on découvre dans la nature et parfois on les bidouille un peu pour voir si on peut avoir des meilleures réponses. Donc moi je pense qu'il faut rester sur le fait que ces laboratoires sont mis en œuvre sur des bonnes intentions, des intentions de recherche et de recherche pour éviter justement ces problèmes ou de trouver des solutions, des remèdes, des vaccins, etc. Et que d'ailleurs le sigle P4 en fait signifie niveau de protection 4. Et il y a des laboratoires avec des niveaux de protection moindres. Les laboratoires militaires ne sont pas connus, ou alors on sait où ils sont, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. La plupart des pays d'ailleurs ont signé des protocoles d'accord qui font que on en parle dans NRBC de tout ça, hein. On signait des protocoles d'accord qui, en gros, disent nous refusons, nous ne ferons pas d'armes bactériologiques ni biologiques dans le futur. Enfin, vous savez, les armes biologiques, il y en a toutes sortes, hein. Par exemple, faire traverser la Méditerranée par des millions de gens, très différents des populations d'accueil, c'est une arme biologique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des laboratoires perfectionnés, etc. Mais simplement, je vous dirais que un virus qui tue 1% de la population et essentiellement des personnes âgées, certes en paralysant pendant un certain temps le système hospitalier, n'est pas une arme très efficace, hein. Si vous voulez développer une arme, vous la faites cibler, donc quelque chose qui ne va pas se propager partout, vous la faites extrêmement mortelle, et il y a des choses beaucoup plus efficaces qu'un virus. Il y a les toxines, il y a des spores comme l'anthrax, il y a des choses qui sont très connues, euh, voilà, qui fonctionnent bien mieux que ce genre de virus pour attaquer, surtout un virus qui va revenir sur la gueule par les moyens de transport, etc. Ça n'a pas de sens. En revanche, que ce soit un virus donc bidouillé et qui se soit propagé par des erreurs de manipulation, par des erreurs de protocole ou par du personnel qui n'a pas suivi ces erreurs, ce protocole volontairement ou par
incompétence ou maladresse, et ça c'est très possible. Euh, alors, cela étant dit, les États ou les organisations supranationales peuvent et vont sans doute essayer d'utiliser cette crise tout d'abord pour une sécurité, pour une dérive sécuritaire, une dérive de contrôle de la population. En ce moment, nous sommes tous contrôlés par dans les déplacements que nous faisons par le tracking de nos téléphones portables, par exemple. Je vous donne un exemple. Vous le savez peut-être pas, mais en réalité, l'immense majorité des crimes sont très facilement résolus aujourd'hui, puisque nous savons, à la seconde près, où se trouvent tous les gens qui ont un téléphone portable, ou plutôt où se trouvent tous les téléphones portables qui sont dans le lieu ou à proximité du lieu où a été commis un crime. Donc à partir du moment où le médecin légiste dit bah, cette femme a été assassinée à telle heure ou qu'un viol a été déclaré à telle heure précise, à tel endroit, très facilement, la police appelle les opérateurs télécoms en disant, voilà, avec la triangulation de vos tours connectés, on veut savoir où se trouvent au mètre près tous les gens qui étaient là à 10h55, entre 10h55 et 11h05. Et puis là, ils ont une liste, ils font la liste, puis ils regardent, alors Sven, Olav, machin, on vous connaît, et ils se font attraper. Après, les juges les relâchent tout de suite, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la surveillance par la triangulation, on veut dire, des antennes téléphoniques, elle est très facile, elle se fait de plus en plus. Nous allons voir de plus en plus donc une surveillance des déplacements. Et puis, il y a aussi, vous allez voir, l'agenda de la suppression de l'argent liquide par la mise en place uniquement de paiements électroniques qui va être poussé en utilisant l'argument très fallacieux de « Ah oui, mais l'argent est porteur de virus, etc. » Encore une fois, ces virus ne tuent pas beaucoup, donc on va utiliser cet argument-là pour cet agenda. Alors, tout ça pour obéir, on a vu qu'on va forcer les gens de plus en plus à obéir. Alors aujourd'hui, c'est pour le bien de tous, alors on utilise toujours évidemment une raison, la santé publique étant idéale, une raison altruisme. Je dis, mais si vous ne restez pas chez vous, et je pense que c'est important de jouer le jeu, il faut rester chez soi aujourd'hui, mais il faut savoir que nous le faisons de manière volontaire, pas parce qu'on est obligé. Si j'ai envie de sortir, je sors, point. Et j'en ai rien à foutre. Sauf que je ne veux pas, parce que j'ai conscience, en tant que responsable, en tant qu'adulte, en tant que citoyen, j'ai conscience que pendant une période relativement courte, de quelques semaines, peut-être quelques mois, ça peut valoir la peine de limiter effectivement les décès, mais surtout le stress sur le système hospitalier dont nous avons tous besoin. On pourra aussi nous forcer, j'ai pris quelques notes, on va aussi, alors ça c'est la partie surveillance qui va augmenter, on utilise des drones, aujourd'hui il y a de la délation, il y a des appels à la délation, etc. Tout ça c'est très malsain, et les États totalitaires aiment beaucoup utiliser les méthodes malsaines car elles vous font rentrer dans le jeu. Aujourd'hui, c'est bien pour ça que l'État nounou vous donne de l'argent à tout le monde, y compris aux gens qui ont suffisamment d'argent. C'est parce qu'ils vous font rentrer partie prenante dans cet État corrompu et pléthorique. Et donc, ça vous rendra d'autant plus réticent à l'éliminer. Or, les gens qui en vivent, qui sont des parasites dans l'essentiel, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La dernière fois que j'ai dit ça, les gens disent oui, mais moi je suis infirmière, je fais partie de l'État, je suis parasite. L'autre, tu dis que je suis un parasite, l'autre dit je suis gendarme, est-ce que tu dis que tu es un parasite? Non, votre fonction est utile. Elle peut être largement non étatisée. La collectivité peut se cotiser volontairement et payer pour vous sans avoir besoin de toute votre caste de bureaucrates, de préfets, de toute cette saloperie de gens qui servent à rien, qui sont corrompus, qui font partie de sociétés secrètes, toute cette merde. Il n'y a pas besoin de ça, c'est de ça dont je parle. La personne qui a une vraie fonction utile, sa fonction va rester, pas de problème. Bref, voilà. Mais je comprends que cette culture générale-là n'existe pas, parce qu'on ne vous a jamais appris ce que c'est que la liberté dans le système scolaire. Parce qu'encore une fois, le système scolaire dépend de toute une caste de parasites. Et encore une fois, ce n'est pas forcément le professeur qui est parasite, c'est tout ce qui est au-dessus. Les syndicats, les machins, tout ce qui les directions, les contrôles, les trucs, l'idéologie qui va avec, etc. Bref.
Deuxième volet de la surveillance et la dérive sécuritaire est sur l'aspect médical. C'est-à-dire qu'on pourra très bien vous dire, bon, vu la gravité de la crise, les vaccins sont vraiment obligatoires et maintenant, on va vous soigner que vous le vouliez ou pas. Donc on va réduire vos libertés pour vous apporter un semblant de sécurité. On sait très bien que dans ces cas-là, vous n'avez ni l'un ni l'autre, hein, évidemment. Donc on va obliger de plus en plus la vaccination. Déjà, on va rendre obligatoire la plupart des vaccins qui sont aujourd'hui limites. Vous allez voir, ils vont essayer ça. C'est à nous de résister. Non pas parce qu'on est contre le concept de vaccin. Moi, je pense que le concept de vaccin a une certaine validité, hein, largement, dans certains cas, mais dans d'autres cas, non. Pourquoi est-ce qu'on fait, on fait un vaccin d'hépatite B à des nouveau-nés, à des petits-enfants? Je veux dire, ils ne vont pas recevoir de transfusion sanguine, ils n'ont pas de relations sexuelles, à moins qu'ils travaillent avec certains requins, euh, j'allais dire allemand, mais je ne suis pas sûr qu'il est allemand en fait. Bref, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, non, vous gardez vos saloperies. Euh, non, on ne veut pas. En plus, on combine les vaccins avec des adjuvants compliqués, avec des produits toxiques, des métaux lourds. Tout ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et surtout, il faut être vraiment sûr que ça fonctionne, parce que vacciner tout le monde avec un truc qui n'a pas été testé sur des millions de personnes avant, enfin, moi personnellement, un vaccin contre le coronavirus pulmonaire Covid-19, machin, je le prendrais pas, hein. D'ailleurs, je pense que j'ai dû, comme beaucoup de gens, le choper, le vaccin, en étant asymptomatique. Mais j'y crois pas. Je veux pas de saloperie. En plus, alors, sans aller dans les théories très compliquées de... Dans les vaccins, on mettrait des nanomachines qui font des diagnostics et machin, tout ça. Soyons très, très, très circonspects par rapport aux avancées technologiques. C'est bien quand elles sont bonnes, mais il faut vraiment les tester, il faut se méfier. Donc faites gaffe à tout ce qui va être médecine obligatoire, faites gaffe à ce qu'on nous oblige à cotiser encore plus pour des assurances obligatoires, des machins, tout ça. Oulala, méfiez-vous de tout ce qui est social, de tout ce qui est socialisé, de tout ce qui est mis en commun et obligatoire. Parce que si vous voulez volontairement souscrire une assurance, c'est très bien. Mais si on vous oblige à souscrire une assurance, mais non, ça ne va pas du tout. Bref, c'est une longue discussion philosophique, mais je pense qu'on va de plus en plus vers le sens de l'étatisme et de la bureaucratie et de la corruption et de la perversion qui se mettent au-dessus. Ensuite, euh, vous allez voir aussi, après le virus, beaucoup de gens qui vont dire: Ah, mais c'était pas ma faute. J'étais ministre de la Santé, c'est tout. Moi, vous savez, d'ailleurs, non, non, moi j'ai averti les gens, etc. Et vous allez devoir faire le boulot de mettre ces gens devant les faits qu'ils ont pu avoir à cette époque et éventuellement les mauvaises décisions qu'ils ont prises à ce moment-là. Avec tous les mensonges, oh, tiens, on n'a plus de masques, on n'a plus de trucs, donc on va dire que les masques ne sont pas utiles. Tout ce genre de mensonges éhontés et évidents sont criminels, puisqu'ils ont créé des morts, ils ont détruit l'économie, ils ont créé du chômage, etc. etc. Ben, quand tu es responsable, tu prends tes responsabilités. Donc voilà, peloton d'exécution. Bon. Et ils vont dire: Ah non, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de. Méfiez-vous aussi de ceux qui disent c'est la faute de. Et pour une fois, je vais le dire très clairement, dans tous les camps, dans toutes les idéologies, il y aura des gens qui vont dire c'est la faute de ceci, c'est la faute de telle communauté, c'est la faute de. Pour une fois, les migrants, là, ils y sont pour rien, hein. C'est la faute des juifs, c'est la faute des trucs, des arabes, des machins, tout ça. Méfiez-vous de ça, parce que quand on critique sur des bases euh, justes et des bases factuelles, et même des bases philosophiques. Mais il faut que ce soit effectivement quelque chose qui soit argumenté et prouvé, pas simplement, voilà, c'est la faute de. Méfiez-vous de ça aussi. Euh, je pense qu'on va voir aussi, et je pense qu'on le voit déjà maintenant, de manière assez subtile, méfiez-vous de l'augmentation de la censure. Parce que c'est très bien qu'il y ait des gens qui disent tel médicament ne marche pas, ou tel médicament marche bien, ou la vaccination c'est bien, la vaccination c'est pas bien. Quel que soit votre avis, à partir du moment où les gens peuvent l'exprimer, c'est à vous, en votre âme et conscience, d'écouter, d'évaluer les faits et de prendre des décisions. C'est ça être libre. Commencer à interdire les gens qui nient une chose ou une autre, et la dérive est déjà très grande dans tout ce qui concerne l'histoire. Alors, dans la médecine aussi, s'il y a des gens qui disent non, j'ai pas envie de tel médicament, mais très bien, personne ne doit vous obliger
Vous pouvez avoir votre avis et surtout vous pouvez choisir ce que vous faites avec votre santé, votre corps. Si vous vous trompez ensuite, bah, vous en assumez les conséquences. Donc, non, non, méfiez-vous de la censure des réseaux mais qui continue, qui va augmenter, qui va en plus utiliser l'aspect santé, en plus, avant c'était que l'idéologie. Donc maintenant ils ajouteront l'aspect santé et l'aspect euh, d'accusation de fausses nouvelles et de colporter des fausses nouvelles. Et à l'inverse, méfiez-vous et soyez capable de discernement par rapport aux nouvelles. Et de tous les médias, et notamment évidemment, bon, les grands médias, on sait qu'ils mentent tout le temps, mais y compris des médias alternatifs, parfois ils se trompent, moi-même, je me trompe, hein, je n'ai pas cette prétention d'être omniscient et d'avoir la perfection, il m'arrive de me tromper. Euh, et donc, vérifiez, méfiez-vous, soyez circonspect et perspicace. Ensuite, méfiez-vous aussi de la réforme du système médical. Alors, comme vous le savez, comme vous pouvez le constater déjà dans cette vidéo, je n'aime pas l'aspect socialisant et l'aspect de mettre les choses en commun. C'est-à-dire, si vous voulez un hôpital dans votre ville, bah, vous cotisez, et vous faites un fonds et vous avez accès à cet hôpital parce que vous avez payé et vous pouvez le rendre très efficace et en fonctionnant très bien. Et vous pouvez même imaginer de ne pas rechercher une rentabilité à tout prix dans ce modèle. Mais vous faites ça à un niveau local et pas, encore une fois, avec des ministres, des bureaucrates, des surveillants, toute cette caste, encore une fois, de corrompus et de membres de sociétés secrètes et ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Enlevez ces parasites qui coûtent cher et faites un système de santé efficace. Je n'ai pas dit privé forcément. Encouragez aussi le privé, mais on peut imaginer un truc cotisant où les gens se disent, ben voilà, ma communauté n'a pas envie de payer pour toute la misère du monde. Dans notre ville, nous créons un hôpital pour nous. Et vous êtes 50 000 personnes à cotiser 1 000 € par an, ça fait du sou, hein. Ça va vite. Et vous avez votre hôpital, votre petit hôpital pour 50 000 personnes qui peut faire pas mal de choses. Et voilà. Et vous décidez qui vous soignez, c'est-à-dire les cotisants. Et vous décidez qui sont les cotisants comme un club. Et les autres, bah, ils font leur hôpital. Et voilà, et c'est très bien. Et puis chacun se soigne en fonction de ses coutumes. Les technologies qu'il adhère, etc. Enfin bref, je ne veux pas vous décrire le monde idéal, enfin mon monde idéal, mais méfiez-vous des réformes amenées par l'État pour dire ah ben vous cotisez pas assez, on va vous taxer encore plus parce que vous voyez le système médical n'était pas performant, il n'y avait pas assez de gens, alors que ce sont eux qui ont coupé les ressources, hein, parce qu'ils voulaient plus d'argent pour les parasites et moins d'argent pour ceux qui bossent. Eh bien, méfiez-vous des réformes dans ce sens-là, mais méfiez-vous aussi des réformes où on va dire tout ce qui est bien, on va le privatiser à nos copains, pour des sous qu'on va se mettre dans la poche, avec des commissions, entre membres de sectes, ça se fait, hein, ce genre de choses, entre membres de sociétés secrètes, ça se fait, et entre copains, ça se fait, et qu'en fait, la population qui a quand même payé pour ce modèle médical depuis des décennies, depuis presque un siècle en France notamment, mais dans d'autres pays aussi, eh bien là se fait voler de sa cotisation et de ce qu'elle a, droit, puisqu'elle a cotisé, probablement à perte, certes, mais enfin, elle a cotisé dans un modèle qu'elle avait souhaité avoir. Et je crois que la plupart, même dans les pays bolcheviques comme en France, mais dans la plupart des autres pays occidentaux en voie de socialisation rampante, eh bien, il ne faut pas croire que le modèle d'aujourd'hui, le modèle économique du monde occidental n'est pas le capitalisme du tout, hein. Il n'y a pas de capitalisme depuis, je sais pas, peut-être un siècle en Europe. C'est du capitalisme de connivence sans doute, mais en fait c'est surtout du socialisme de connivence. C'est-à-dire qu'on demande à tout le monde de cotiser, mais on donne seulement à certains. Et notamment, on va sauver ceux qui ont acheté les États. C'est ça, l'étatisme finit toujours dans la corruption, toujours. Et en fait, la démocratie finit toujours dans la corruption, malheureusement, parce que nous l'avons nous, nous, nous l'avons redéfini, enfin, vous voyez les travaux d'Étienne Chouard là-dessus, mais nous l'avons redéfini dans quelque chose qui n'est pas la démocratie. Nous ne vivons pas en démocratie en réalité, et nous ne vivons certainement pas dans un système capitaliste. Alors absolument pas. Que le grand capital se gave
en utilisant le socialisme, oui, mais c'est pas du capitalisme, c'est pas du libre marché du tout. Bref, longue discussion. Bref, pour revenir à la méfiance que nous devons avoir sur l'utilisation de cette crise et ce virus pour plus de totalitarisme, y compris idéologique, plus de systèmes de sécurité et de contrôle, plus de mainmise de l'État sur l'économie, ce qui va être désastreux, ce qui est le cas, hein, parce qu'aujourd'hui c'est l'État qui a, ce sont les États indirectement par les banques centrales, ou plutôt les banques centrales utilisent, l'État est un vecteur de redistribution d'argent colossal dans l'économie, finalement on étatise de plus en plus l'économie. Et on sait qu'au bout d'un moment ça ne fonctionne pas, puisque les gens au bout d'un moment ils n'ont plus envie de travailler, si tout leur argent leur est confisqué, le fruit de leur labeur leur est confisqué. Le fruit de leur labeur qui se transforme en argent, puisque c'est la monnaie d'échange qu'on utilise. C'est pas l'argent en soi qui est le problème, c'est que si on travaille et qu'à la fin tout nous est volé, au bout d'un moment on arrête de travailler, on fait semblant de travailler comme à l'époque des soviétiques. Voilà, donc effectivement, totalitarisme également médical et mainmise des États et donc de leurs propriétaires sur toute l'économie, catastrophe à venir. C'est pour ça que je vous dis, cette crise n'est pas la crise terminale, loin de là, ça va redémarrer assez bien, je pense, et assez vite. Nous sommes le 31 mars, je suis depuis une semaine extrêmement confiant que voilà, fin avril, début mai, mi-mai peut-être, en plus c'est décalé d'un pays à l'autre, les économies vont redémarrer et nous allons avoir des excellentes performances économiques au courant de l'été et de l'automne, puisqu'il va falloir reconstituer une grande partie des stocks qui ont été bouffés pendant finalement ce qui va être Q1, Q2, très mauvais premier et deuxième trimestre, surtout le deuxième trimestre, mais ça va aller. Vous allez voir, ça va aller. Il y a tellement d'argent qui a été injecté dans l'économie que ça va redémarrer. Alors après, on verra s'il y aura de la stagflation ou s'il y aura de l'hyperinflation. Nous verrons bien. Mais en tout cas, le système s'est immensément fragilisé. Mais cette crise, on va la passer. Voilà. Mais faites gaffe, elle va être utilisée pour plus de totalitarisme. Donc, notre travail en tant que citoyen, c'est d'être vigilant, c'est de faire savoir notre mécontentement par rapport à toute réforme et tout ajout à l'État totalitaire, sécuritaire et médical, à tout totalitarisme médical. Nous devons faire gaffe à cela. Enfin, je tiens à vous mettre en garde par rapport à effectivement la rhétorique idéologique qui pourrait complètement changer la problématique des causes de ce virus, en tout cas des causes de la crise liée à ce virus, pour aller encore plus vers un gouvernement mondial, vers plus de globalisation, plus de mondialisme surtout. Et donc cette idée de dire, puisque c'était une crise globale, nous devons mettre en place un gouvernement global, alors qu'on a vu que c'est justement les éléments d'un pré-gouvernement global qui ont merdé. L'OMS, le WHO, donc l'Organisation mondiale pour la santé, elle a largement merdé, elle a faussé les informations, elle a raconté n'importe quoi. Je parle des éléments dirigeants, encore une fois, ce n'est pas le médecin qui est sur le terrain et qui fait ses rapports, c'est comme pour le reste. C'est les mêmes mecs tiers-mondisés, bref, idéologisés, membres de sociétés secrètes, on tombe toujours sur les mêmes. Et donc, méfiez-vous à ça. Enfin, et ça ce sera peut-être le thème d'une autre vidéo, méfiez-vous que le résultat de cette crise ne soit pas la guerre. La guerre dans le sens où, par exemple, je vais vous donner quelques petits trucs pour une prochaine vidéo, mais imaginez qu'un président Trump dise ce virus chinois est dû à l'incompétence ou une autre raison, on verra bien ce qui ressort, de l'État chinois, et donc la facture de plusieurs dizaines de trilliards de dollars qui ont été dépensés pour sauver les économies, patati patata, plus les morts et tout, eh bien, tout ça c'est imputable à la Chine. Et je décide, en tant que président des États-Unis, unilatéralement, de facturer, de faire payer la Chine du montant de l'argent qui a été dépensé pour cette crise. C'est-à-dire, allez, on va dire 4 ou 5 trilliards de dollars. En tout cas, rien que pour les États-Unis, de manière unilatérale. Et en disant, les États-Unis doivent de l'argent à la Chine, cet argent, nous ne le devons plus, de manière unilatérale, nous effaçons, et on envoie se faire foutre l'Organisation mondiale du commerce,
Et de manière unilatérale, on envoie se faire foutre la dette que détient la Chine envers les États-Unis. Un exemple parmi d'autres, ça peut s'envenimer jusqu'à la guerre. Parce que là, c'est des histoires de très, 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 très gros sous. Donc, à suivre. Ça, c'est un scénario parmi d'autres. Mais à suivre. Et quant à l'économie, je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je pense que l'économie de 2021-2022 risque d'être une économie en fait, de boom économique qui va qui va nous amener probablement à la limite de la raréfaction des ressources dont on parle depuis une dizaine d'années et qui semble ne pas être le problème aujourd'hui, mais qui est probablement le vrai problème fondamental derrière toute cette économie qui commence à ne plus fonctionner de manière efficace, mais qui va par à-coups, un peu en haut, un peu en baisse, un peu en haut. Et je pense que le prochain à-coup sera vers le haut, mais probablement ce sera l'un des derniers. Et donc, moi je me méfie de 2021-2022 suite à ce qui va se passer cette année, mais nous en reparlerons. Donc, faites gaffe à l'État totalitaire, l'État est votre ennemi, toujours, toujours, toujours. Sauf quand vous en avez le contrôle, et vous ne pouvez le contrôler que quand vous êtes partie prenante, ce qui est rarement le cas aujourd'hui, et que vous êtes capable de vous y opposer avec violence. Et oui, c'est comme ça. Donc là, pour le coup, on revient sur le préparez-vous. À bientôt.